Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui rendait l'argent si irrésistible et complexe à la fois? Pensons à l'argent comme un miroir magique, reflétant nos désirs les plus profonds et nos peurs les plus sombres. Rejoignez-moi dès maintenant les champions dans cette exploration inédite de la psychologie de l'argent de Morgan Housel, où nous dévoilerons les mystères entourant notre fascination pour la richesse et comment elle influence notre comportement. Salut les champions, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie. Et pour y arriver, vous devez savoir comment bien gérer votre rapport à l'argent. Je me suis levé ce matin en me demandant ce que je pouvais faire pour la communauté pour aller de l'avant en plus de la masterclass que vous êtes sur le point de visionner. Et j'ai trouvé un excellent passage à l'action qui va tout de suite vous apporter un nouveau résultat. En complément donc de cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger mon planificateur de budget pour 1. Traquer vos finances de manière précise et automatique chaque mois sans vous prendre la tête. Et 2. Ça va beaucoup vous plaire, pourquoi? Parce que tout le système est opérationnel immédiatement. C'est un budget qui a été fait au laser les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai géré les formules Excel pour vous afin d'obtenir un système clé en main, simple, efficace, pour vous comme pour moi, puisque oui, je l'utilise depuis un moment déjà et il m'a grandement aidé à faire des tonnes d'économies. La preuve, j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté et c'est grâce en partie à ma gestion de mes dépenses mensuelles. Pour ceux que ça intéresse, eh bien mon planificateur de budget mensuel, il est en promo pour son lancement pour une certaine durée. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez le lien en description sous cette vidéo. Et sans plus attendre, apaisons ensemble nos blessures liées à l'argent. C'est parti. Nous faisons certaines choses pour des raisons familiales, ce qui revient à dire que nous sommes plus raisonnables que rationnels quand il s'agit de prendre des décisions en matière de finances personnelles et d'argent. Et dans un premier temps, regardons ensemble l'aspect psychologique de cette première loi. Pourquoi? Parce que rester raisonnable paye plus que le fait d'essayer d'être froidement rationnel. Comme le dit si bien finalement la psychologie de l'argent, nous faisons certaines choses pour des raisons familiales. Et ces raisons familiales n'ont de sens que pour nous. Parfois, il faut savoir écouter son cœur plus que sa raison. Parfois, il faut savoir écouter sa famille plus que son conseil financier ou un tableur Excel. Vous n'êtes pas une feuille de calcul. Vous êtes une personne émotive, pas une intelligence artificielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne visez pas à être froidement rationnel lorsque vous prenez des décisions financières. Essayez simplement d'être raisonnable. Raisonnable, c'est envisager un avenir financier réaliste. Une stratégie qui vous permettra d'avoir de meilleures chances de vous y tenir sur le long terme. Et d'ailleurs, tenir sur le long terme, c'est ce qui compte le plus en matière d'argent et en matière de gestion d'argent. Chercher à être raisonnable au lieu d'être rationnel est une option que les gens devraient considérer sérieusement lorsqu'ils prennent des décisions quant à leur argent. Nous ne sommes pas une intelligence artificielle, nous ne prenons pas des décisions les plus importantes de notre vie à partir de feuilles de calcul, mais en fonction de nos émotions. Regardons ensemble les enseignements que l'on peut tirer de cette première loi et comment l'utiliser sur votre propre terrain. La finance académique se consacre à la recherche des stratégies d'investissement mathématiquement optimales. Ma propre théorie est que, dans le monde réel, les gens ne veulent pas de stratégie mathématiquement optimale. Ils veulent la stratégie qui maximise la qualité de leur sommeil la nuit. Un investisseur rationnel prend des décisions sur des faits chiffrés. On est bien d'accord.
Alors qu'un gestionnaire raisonnable, comme vous et moi, les fait dans une salle de cuisine en compagnie d'un conjoint ou au lit, un conjoint qu'on ne veut pas décevoir, en fonction de sa propre histoire, en fonction de sa propre vision personnelle, en fonction de ses propres émotions du moment, et d'autres aussi, d'autres motivations étranges qui n'appartiennent qu'à vous et qui peuvent être très convaincantes et qui n'ont de sens que pour vous et qui seront finalement la base de vos décisions financières. Ce n'est pas une gestion rationnelle, mais plutôt une gestion raisonnable que vous faites de votre argent et de votre vie. L'investissement ou l'épargne a donc une composante sociale, qui est souvent ignorée lorsqu'elles sont considérées sous un angle strictement financier. Souvenez-vous de ceci, ni rationnel ni irrationnel signifie raisonnable. Nous faisons simplement certaines choses et notamment nos décisions financières pour des raisons familiales. La finance personnelle, l'épargne, l'investissement n'y échappent pas. Bienvenue dans la psychologie de l'argent, voici la leçon numéro 2, personne n'est fou. Peut-être que vos expériences personnelles en matière d'argent représentent 0,0000001% de ce qui peut se passer dans le monde, mais représentent peut-être à vos yeux 80% de la manière dont le monde fonctionne en matière d'argent. Voici pour commencer une histoire déroutante pour approfondir cette loi sur la psychologie de l'argent. Il y a quelques années, le New York Times a publié un article sur les conditions de travail chez Foxconn, l'énorme fabricant taïwanais de produits électroniques. Les conditions sont souvent atroces. Les lecteurs ont été, à juste titre, assez bouleversés par cette histoire horrible. Mais une réponse fascinante, vous allez le voir, une réponse à cet article est venue du neveu même d'une des travailleuses chinoises qui y travaillait et qui a écrit dans la section des commentaires le message suivant. Ma tante a travaillé plusieurs années dans ce que les Américains appellent les ateliers de misère. Travail difficile, de longues heures, un petit salaire, de mauvaises conditions de travail. Mais savez-vous ce que ma tante faisait avant de travailler dans une de ces usines ? Elle était prostituée. Et l'idée de travailler dans un atelier de misère, comparé à cet ancien mode de vie, est une amélioration, à mon avis. Et je sais que ma tante préfère être exploitée entre guillemets par un employeur capitaliste pour quelques dollars, plutôt que de voir son corps exploité par plusieurs hommes pour quelques centimes. C'est pourquoi je suis assez bouleversé par le raisonnement de nombreux Américains occidentaux au sujet de l'argent et de la vie en général. Personne n'est fou, chacun sa réalité. Que veut dire cette expression « personne n'est fou, chacun sa réalité » d'un point de vue de ce qu'on appelle la psychologie de l'argent? Regardons ensemble et creusons un petit peu ce principe. Comme dans l'histoire que nous venons de décrire, une histoire assez déroutante, votre vision sur la finance personnelle dépend d'abord de votre contexte immédiat. Par exemple, il est très probable qu'une personne qui a vécu dans un pays en proie à une crise inflationniste a eu des expériences négatives en matière d'épargne et par conséquent a besoin de dépenser tout ce qu'elle gagne dans les plus brefs délais. En revanche, une autre personne qui vit dans un pays à monnaie stable pense différemment au sujet de l'épargne et a une vision plus optimiste de celle-ci. C'est ainsi que deux personnes d'intelligence égale peuvent différer sur la façon d'épargner et d'investir de l'argent pour multiplier la richesse. Chaque décision que les gens prennent avec leur argent est justifiée par les informations dont ils disposent à ce moment-là. C'est aussi lié à leur modèle mental unique dont le monde fonctionne et aussi bien évidemment de leur histoire personnelle. Les informations dont vous disposez, votre propre modèle mental et votre propre histoire personnelle. Il semble que nous faisons tous des choses folles avec notre argent, mais personne n'est fou. Nos décisions monétaires sont basées sur nos expériences uniques qui ne peuvent avoir de sens que pour nous, à un moment donné.
En effet, des personnes de différentes générations, élevées par des parents différents, qui gagnaient des revenus différents et avaient des valeurs différentes, dans des régions différentes du monde, nées dans des économies différentes, connaissant des marchés de travail différents, avec des motivations différentes et des probabilités de réussite différentes, tirent donc des leçons très différentes au sujet de l'argent. Par conséquent, personne n'est fou, surtout en matière d'argent. Personne n'est fou car chacun d'entre nous, vous et moi, tout le monde, traverse la vie en adhérant à un ensemble d'idées sur le fonctionnement de l'argent qui varie énormément d'une personne à l'autre. Et niveau argent, ce qui vous semble fou peut avoir du sens pour moi et vice-versa. Vous savez des choses sur l'argent que je ne sais pas, et vice-versa. Vous traversez la vie avec des croyances, des objectifs et des prévisions différentes des miens. Ce n'est pas parce que l'un de nous est plus intelligent que l'autre ou dispose de meilleures informations. C'est tout simplement parce que nous avons eu des vies différentes, façonnées par des expériences différentes, avec des émotions différentes, et ce sont des vies et des choix tout aussi convaincants. Ce n'est pas parce que l'un de nous est plus intelligent que l'autre ou dispose de meilleures informations, c'est parce que nous avons eu des vies différentes, façonnées par des expériences différentes et tout aussi convaincantes. Je voulais vous le répéter, noir sur blanc, pour bien imprimer parce que c'est un principe qui est absolument inspirant. Nous ne faisons pas toujours ce que nous sommes censés faire avec l'argent. Alors je vous pose la question. Pourquoi? Nous faisons tous des choses folles avec l'argent. Là encore, je vous pose la question. Pourquoi? Parce que nous sommes tous relativement débutants dans le domaine. Attention, l'image qui suit peut être choquante, mais il y a un lien à faire avec notre comportement par rapport à l'argent suite à cette image choquante. Vous êtes prêts? C'est parti. Les chiens, qu'on adore tous, ont été domestiqués il y a 10 000 ans et conservent encore aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, certains comportements de leurs ancêtres sauvages. Pourtant, nous en sommes là. Avec entre 20 et 50 ans d'expérience dans le monde de la finance personnelle, il ne devrait surprendre personne que beaucoup d'entre nous soient mauvais en matière d'épargne, d'investissement et de choix pour la retraite. Nous ne sommes pas fous. Nous sommes seulement des débutants. Et les débutants font des erreurs et ajustent en cours de route. Regardons ensemble, si vous voulez bien maintenant, les enseignements que l'on peut tirer de cette seconde loi en matière de psychologie de l'argent et voir comment utiliser ces enseignements sur votre propre terrain. À votre carnet de notes, c'est parti. Il semble que nous fassions tous des choses folles avec notre argent, mais personne n'est fou. Nos décisions monétaires sont basées sur nos expériences uniques qui ne peuvent avoir de sens que pour nous à un moment donné. Et le « à un moment donné » est tout aussi important que le sens personnel de nos décisions. Enseignement numéro 2, bien se garder de se juger soi-même par rapport à la gestion de sa propre finance personnelle, car après tout, on est tous des débutants en la matière et on ne sait pas toujours ce qu'on fait, surtout en matière d'argent. Enseignement numéro 3, bien se garder aussi de juger les autres, surtout notre entourage proche, notre conjoint, notre famille, nos amis, par rapport à la gestion de son argent, car après tout le monde est débutant en matière d'argent aussi, comme moi, comme vous, ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Bienvenue dans la psychologie de l'argent, voici la leçon numéro 3. La liberté de temps est le plus grand dividende que l'argent puisse payer. Maintenant, regardons comment l'argent peut vous rendre encore plus heureux. C'est parti. Et tout d'abord, si vous le voulez bien, mettons le curseur ensemble sur l'histoire personnelle inspirante de l'auteur de la psychologie de l'argent,
qui s'appelle Morgan Housel et vous allez voir, prenez des notes, il y a des choses à prendre pour bien comprendre cette nouvelle loi liée à la psychologie de l'argent et notre rapport qu'on a avec l'argent en général. Tout au long de mon parcours universitaire, j'ai toujours eu cet objectif de devenir un banquier d'affaires. Il n'y avait qu'une seule raison à cela, y gagner beaucoup d'argent. C'était mon seul but et celui dont j'étais sûr à 100% qui me rendrait heureux pour tout le reste de ma vie. J'ai donc décroché un stage d'été dans une banque d'investissement à Los Angeles. Au cours de ma première année, je pensais avoir fait décoller ma carrière. Parce qu'après tout, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Le premier jour, j'ai tout de suite compris pourquoi les banquiers d'investissement gagnent beaucoup d'argent. Ils travaillent plus longtemps et font beaucoup plus d'heures. Beaucoup plus d'heures. Rentrer chez soi avant minuit était considéré comme un luxe. Et il y avait un dicton au bureau qui disait « Si vous ne venez pas travailler le samedi, ne vous embêtez pas à revenir le lundi. » Le travail était intellectuellement stimulant, je dois l'admettre, bien rémunéré et me faisait me sentir important. Mais chaque seconde éveillée de mon temps était devenue esclave des exigences et surtout des heures que mon patron me demandait. Ce qui a suffi à en faire l'une des expériences les plus misérables de ma vie. C'était un stage de 4 mois qui devait lancer ma carrière et mon bonheur. J'ai tenu 1 mois. La chose la plus difficile à ce sujet était que j'aimais ce travail et je voulais travailler dur. Mais faire quelque chose que vous aimez selon un horaire que vous ne pouvez pas contrôler peut s'apparenter à faire quelque chose que vous détestez. Voilà l'erreur que je veux que vous ne fassiez pas. Celle que j'ai faite, et là je suis là justement pour vous en parler. Il y a un nom pour ce sentiment, les psychologues l'appellent réactance. John Berger, professeur de marketing à l'université de Pennsylvania, l'a bien résumé ainsi. Les gens aiment avoir l'impression d'avoir le contrôle, d'être sur le siège du conducteur. Lorsque nous essayons de les amener à faire quelque chose, ils se sentent impuissants. Plutôt que d'avoir l'impression qu'ils ont fait le choix, ils ont l'impression que nous l'avons fait pour eux. Mettons le curseur maintenant sur la psychologie de l'argent et voir que finalement ce qu'on vient de voir là depuis le début sur cette vidéo a un sens et peut vous aider à améliorer le rapport que vous avez avec l'argent actuellement. La plus haute forme de richesse est la capacité de se réveiller chaque matin et de dire « Je peux faire ce que je veux aujourd'hui ». Les gens veulent devenir plus riches pour être plus heureux. C'est un petit peu le leitmotiv de nos sociétés modernes, pas vrai? On est bien d'accord, le bonheur est un sujet compliqué car tout le monde est différent. Il y a 8 milliards de personnes, il y a donc 8 milliards de bonheur. Mais s'il y avait un dénominateur commun dans le bonheur, un carburant universel de joie, je dirais qu'il s'agit du contrôle de sa propre vie. La possibilité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, aussi longtemps que vous le voulez, n'a pas de prix. Et vous le voyez à l'écran, c'est le dividende le plus élevé que l'argent puisse verser. Campbell, un auteur, voulait savoir ce qui rendait les gens heureux. Et son livre de 1980, qui s'appelle « Le sens du bien-être en Amérique », conclut que le dénominateur commun le plus puissant du bonheur pourrait se résumer ainsi. Avoir un fort sentiment de contrôle de sa vie est un prédicteur plus fiable de sentiments positifs de bien-être que n'importe laquelle des conditions de vie objectives que nous avons considérées. Plus que votre salaire, plus que la taille de votre maison, plus que le prestige de votre travail, le contrôle de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, avec les gens que vous voulez, est la variable de style de vie
la plus large qui rend les gens heureux. La plus grande valeur intrinsèque de l'argent est donc sa capacité à vous donner le contrôle de votre temps, de votre vie et vous donner de la flexibilité. Voilà le plus grand dividende que l'argent peut vous apporter dans votre vie. Contrôler, reprendre le contrôle de sa vie, voilà la base du bonheur pour les gens. Cette base est assez méconnue, on en parle peu, on parle beaucoup plus d'argent. L'argent n'est qu'un moyen pour obtenir justement cette fin. Pour l'obtenir, il vous faut obtenir un niveau d'indépendance et d'autonomie qui vient des actifs non dépensés. Ces actifs non dépensés vous donnent un plus grand contrôle sur ce que vous pouvez faire et quand vous pouvez le faire. C'est ce qu'on appelle l'indépendance. C'est ce qu'on appelle finalement la flexibilité. C'est ce qu'on appelle aussi une stratégie qui permet de prendre le contrôle de sa vie ou de reprendre le contrôle de sa vie. Une petite richesse signifie peut-être la possibilité de prendre quelques jours de congé lorsque vous êtes malade sans vous ruiner pour autant, sans vous ruiner vous ni votre famille. Soyons honnêtes, gagner cette capacité est énorme si vous ne l'avez pas. Un peu plus riche signifie peut-être attendre qu'un bon emploi se présente après avoir été licencié plutôt que d'avoir à prendre le premier que vous trouvez. Vous l'avez remarqué, là encore, on parle de la notion de temps. Et cela peut changer votre vie si vous n'aviez pas cet avantage dans votre vie. La possibilité que votre argent vous fasse gagner ce temps précieux. 6 mois de dépenses d'urgence, c'est ne pas avoir peur de votre patron car vous savez que vous ne serez pas ruiné si vous devez vous absenter pour trouver un nouvel emploi. Là encore, vous gagnez là du temps. Plus libre signifie peut-être encore la possibilité d'accepter un emploi avec un salaire inférieur mais des horaires flexibles. Peut-être un job avec un trajet plus court. Peut-être, c'est aussi peut-être être capable de faire face à une urgence médicale sans avoir à vous soucier de la façon dont vous allez payer. Là encore, votre argent vous permet d'acheter du temps et de la flexibilité. Un niveau encore plus libre, c'est prendre la retraite quand vous voulez plutôt que quand on vous a dit de la prendre. Utilisez votre argent pour acheter du temps. Voilà une option stratégique épanouissante. Quel est le sens derrière tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce qu'une partie de ce qui s'est passé dans notre vie est que nous avons probablement utilisé notre plus grande richesse pour acheter des choses plus grandes et meilleures, mais nous avons simultanément renoncé à plus de contrôle sur notre temps et à plus de contrôle sur notre flexibilité. La superficie médiane de la maison américaine a grandi. On pourrait dire la même chose sur la superficie de nos maisons en France. La nouvelle maison américaine, par exemple, en moyenne, compte désormais plus de salles de bain que d'occupants. Nos voitures sont plus rapides et plus efficaces. Nos téléviseurs sont moins chers et plus nets. Ce qui arrive à notre époque, pourtant, ressemble à peine à un progrès. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, les choses nous contrôlent et nous contrôlons beaucoup moins notre vie actuellement. Les principes sur l'argent nous contrôlent et nous contrôlons beaucoup moins notre temps. Les principes de l'argent, c'est capitaliste, c'est on dit, qui viennent des médias, qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent de notre éducation, qui viennent de films, d'Hollywood, etc., contrôlent beaucoup plus notre vie que nous ne contrôlons notre propre vie. Bref, la liberté, où est-elle? Le type d'emploi que nous avons de nos jours ne fait que confirmer cette absence de contrôle sur nos vies. 38% des emplois sont désormais désignés comme gestionnaires, fonctionnaires et professionnels. Ce sont des emplois décisionnels. Et 41% sont des emplois de services qui dépendent souvent autant de vos pensées que de vos actions. Nous sommes donc plus nombreux à avoir des emplois qui ressemblent plus à celui que pouvait avoir Rockefeller,
dans les années 1950 qu'un ouvrier. Ce qui signifie que nos journées ne se terminent pas toujours lorsque nous sortons ou quittons le bureau. Nous travaillons constamment dans nos têtes, ce qui signifie que nous avons l'impression que le travail ne se termine jamais. On a l'impression de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par rapport aux générations précédentes, le contrôle de votre temps a diminué. Et puisque le contrôle de votre temps est un facteur clé du bonheur, nous ne devrions pas être surpris que les gens se sentent beaucoup moins bien, beaucoup moins heureux, même si nous sommes en moyenne plus riches et plus opulents que jamais. Regardons ensemble les enseignements que l'on peut tirer de cette troisième loi sur la psychologie de l'argent et comment on pourrait l'utiliser sur votre propre terrain. Voici les enseignements de cette vidéo. Enseignement numéro 1, important, utilisez votre argent pour acheter du temps. L'argent est un moyen pour une fin. Flexibilité, liberté, du temps pour vous. Contrôlez votre vie. C'est la vôtre, pas la leur. Deuxième enseignement, croyez ceux qui ont tout vécu. Contrôlez votre temps et le dividende le plus élevé que l'argent rapporte. Ce que les gens veulent, c'est de contrôler leur vie. C'est-à-dire la possibilité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, aussi longtemps que vous le voulez. Tout ça n'a pas de prix. Et c'est ce que l'argent peut vous acheter. N'hésitez pas. Troisième enseignement, non des moindres, dès que vous le pouvez, n'échangez plus du tout votre temps contre de l'argent. Il existe des possibilités alléchantes de faire beaucoup d'argent, mais beaucoup d'entre elles sont des pièges dont il est parfois difficile d'y échapper. Le salariat est un exemple d'échange de temps contre de l'argent, par exemple. Ne tombez plus dans le piège qui est de gagner plus et de perdre ce que vous avez de meilleur, votre liberté. Dans son livre « Les 30 leçons d'une vie », le gérontologue Carl Pilmer a interviewé 1 millier d'Américains sur leur fin de vie à la recherche des leçons les plus importantes qu'ils ont tirées des décennies d'expérience liées à leur vie. Voici ce qu'il en ressort. Personne, pas une seule personne sur 1000 n'a dit que pour être heureux, vous devriez essayer de travailler aussi dur que possible pour gagner de l'argent et acheter les choses que vous voulez. Pas une personne n'a dit qu'il était important d'être au moins aussi riche que les gens autour de vous. Pas une personne n'a dit que si vous aviez plus que les gens autour de vous, c'était une marque de succès. Pas une personne n'a dit que vous devriez choisir votre travail en fonction de votre futur salaire. La question que je vous pose donc maintenant est la suivante. Qu'est-ce que finalement les gens en fin de vie appréciaient vraiment? Et quels conseils pourraient-ils nous prodiguer? Ce qu'ils appréciaient, c'était des choses comme des amitiés de qualité, faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et passer du temps de qualité avec leurs enfants. Vos enfants ne veulent pas autant de votre argent ou de ce que votre argent achète qu'ils ne veulent de vous. L'argent n'est que le valet, pas le roi. Et bienvenue dans la psychologie de l'argent et la leçon numéro 4 que j'ai intitulée « En avoir jamais assez ». Voici la voie express vers la détresse financière et mentale. Vous allez voir, ces deux histoires peuvent vous provoquer un débat intérieur et c'est justement ici le but. John Bogle, le fondateur de Vanguard, décédé en 2019, a un jour raconté une histoire sur l'argent qui met en lumière quelque chose auquel nous ne pensons pas assez. Et lors d'une fête donnée par un milliardaire sur Shelter Island, Kurt Vonnegut informe son ami Joseph Heller
que leur hôte, un gestionnaire de fonds spéculatif, avait gagné plus d'argent en une seule journée que Heller en avait gagné avec son roman pourtant extrêmement populaire durant toute sa vie. Son roman qui s'appelle Catch 22. Heller, avec pleine intelligence émotionnelle, lui répond « Oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. Assez. » Est-ce que vous aussi vous percevez cet hommage à l'humilité? Est-ce que vous aussi vous êtes stupéfait ou stupéfaite par la force de ce message? Est-ce que vous aussi pouvez méditer ce message et voir que c'est un message qui est à la fois si puissant et si sensé? Bienvenue dans la seconde histoire qui pourrait s'intituler ainsi. Comment ce multimillionnaire a perdu tout ce qu'il avait en voulant encore plus d'argent? Permettez-moi donc de donner un autre exemple des dangers de ne pas en avoir assez et de ce que l'humilité en matière d'argent peut nous apprendre. Au milieu de la quarantaine, Rajat Gupta était PDG de McKinsey, la société de conseil la plus prestigieuse du monde. Il a pris sa retraite en 2007 pour occuper des postes aux Nations Unies et au Forum économique mondial. Il est aussi associé à un travail philanthropique avec Bill Gates. Il a aussi siégé au conseil d'administration de 5 sociétés notables dans le monde. Avec son succès est venue une énorme richesse et en 2008, Gupta valait 100 millions de dollars. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait dans la vie. Et ce qu'il voulait, de toute évidence, n'était pas d'être qu'un simple centamillionnaire. Rajat Gupta voulait plus, il voulait être un milliardaire. Il en voulait plus, et vous allez le voir, il a prouvé. En 2008, pendant la crise de Goldman Sachs, Warren Buffett, un milliardaire, a décidé d'investir justement 5 milliards de sa propre fortune, 5 milliards de dollars dans la banque pour l'aider à remonter et à survivre. Comme Gupta était membre du conseil d'administration de Goldman Sachs, il a obtenu cette information avant le public. Il a donc secrètement accepté d'acheter des actions de Goldman Sachs avant qu'elles ne montent en raison de l'investissement de Warren Buffett. Gupta est donc allé en prison pour délit d'initié. Oui, je ne vous mens pas, il est bien allé en prison plusieurs années pour délit d'initié. Sa carrière et sa réputation ont été donc irrévocablement brisées à ce moment-là. Motivé par l'avidité de ne jamais en avoir assez, il a tout perdu. Suite à cette histoire saisissante, je vous propose maintenant de mettre le curseur sur la psychologie de l'argent et voir pourquoi en avoir jamais assez est la voie expresse vers la détresse financière et mentale. Beaucoup de gens veulent devenir riches, mais cela reste très abstrait. À quel point voulez-vous devenir riche? Combien est-ce suffisant pour vous? Est-ce que vous vous êtes posé la question récemment? La question que nous devons nous poser, ou que nous devrions poser à Rajat Gupta, est de savoir pourquoi quelqu'un qui vaut des centaines de millions de dollars serait si désespéré à faire plus d'argent qu'il risquerait de tout perdre pour en obtenir plus. Ce que Rajat Gupta a fait est désastreux. D'ailleurs, il en a payé le prix, il est allé en prison. Il avait déjà tout, richesse inimaginable, prestige inimaginable, pouvoir et liberté inimaginable. Et il a tout jeté parce qu'il en voulait plus, parce qu'il n'en avait pas assez. Ce que Gupta a fait est désastreux surtout pour lui. Warren Buffett l'a dit plus tard, pour gagner de l'argent qu'ils n'avaient pas et dont ils n'avaient pas besoin, ils ont risqué ce qu'ils avaient et dont ils avaient besoin. Et c'est idiot. C'est tout simplement stupide. Si vous risquez quelque chose qui est important pour vous pour quelque chose qui n'est pas important pour vous, cela n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison de risquer ce que vous avez et ce dont vous avez besoin pour ce que vous n'avez pas et n'avez pas besoin.
Peu d'entre nous auront jamais 100 millions de dollars comme l'a fait par exemple Raja Gupta. Mais un pourcentage non négligeable de ceux qui visionneront cette formation gagneront à un moment donné de leur vie un salaire ou une somme d'argent suffisante pour couvrir tout ce dont ils ont raisonnablement besoin et une grande partie de ce qu'ils veulent. Si vous êtes l'un d'entre eux, souvenez-vous de ces choses-là. Regardons ensemble les enseignements de cette loi sur la psychologie de l'argent. Enseignement numéro 1, motivé par l'avidité de ne jamais en avoir assez, vous pouvez tout perdre. Le vrai bonheur consiste dans la satisfaction d'avoir assez et pas dans la cupidité de toujours en vouloir plus au prix de tout perdre. Deuxième enseignement, la compétence financière la plus difficile consiste à s'arrêter quand le but initial est atteint. Fixez-vous un but financier initialement et quand vous l'obtenez, arrêtez-vous. Si les attentes augmentent avec les résultats, il n'y a aucune logique à s'efforcer d'en faire plus car vous ressentirez la même chose après avoir fait des efforts supplémentaires. Cela devient dangereux lorsque le goût d'avoir plus, d'en avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de prestige, augmente l'ambition plus rapidement que la satisfaction. Le capitalisme moderne nous apprend deux choses. Une, générer de la richesse. Deux, générer de l'envie. Voilà pourquoi il faut faire attention. Vouloir surpasser ses pairs peut vous coûter très cher. Et la vie ne peut pas être une vie de paix sans un sentiment d'en avoir assez. Enseignement numéro 3. L'enseignement numéro 3 est important, donc on va prendre le temps de bien le détailler. La comparaison sociale est un problème. Il y aura toujours quelqu'un qui obtiendra de meilleurs résultats que vous. Il y aura toujours quelqu'un de plus haut placé que vous dans l'échelle. Vous comparez à eux, vous volera votre joie. Faites votre propre course. Concentrez-vous sur votre propre histoire. Quatrième enseignement, assez n'est pas trop peu. Parce que oui, assez n'est pas trop peu. L'idée d'en avoir assez pourrait ressembler à du conservatisme, laissant des opportunités et du potentiel sur la table. Je ne pense pas que ce soit juste. Il faut rendre la royauté à cette humilité. Parce que assez, c'est réaliser qu'un appétit insatiable pour plus d'argent vous poussera sur votre lit de mort à dire « si j'avais su ». Si j'avais su, j'aurais passé plus de temps avec ma famille. Et si j'avais su, je me serais occupé plus de moi que de mon argent. Bref, le regret d'être passé à côté de la vie. Enseignement numéro 5, il y a beaucoup de choses qui ne valent jamais la peine d'être risquées, peu importe le gain potentiel. La réputation n'a pas de prix. La liberté et l'indépendance sont inestimables. La famille et les amis n'ont pas de prix. Être aimé par ceux que vous aimez n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix et votre meilleure chance de garder ces choses-là est de savoir quand il est temps d'arrêter de prendre des risques démesurés qui pourraient, in fine, nuire à ces choses qui n'ont, elles, pas de prix. Après sa sortie de prison, Raja Gupta a déclaré au New York Times qu'il avait appris une leçon. Ne vous attachez pas trop à quelque chose qui n'est pas important. Bienvenue dans la psychologie de l'argent et bienvenue dans la leçon numéro 5, le paradoxe du gars invisible dans sa Lambo. Le saviez-vous? Personne ne sera impressionné par vos possessions autant que vous ne l'êtes. Voici une histoire qui détonne. C'est parti. Morgan Housel, l'auteur de la psychologie de l'argent, nous confesse dans son ouvrage que le meilleur côté d'être un voiturier, parce qu'il était voiturier pour financer ses études, était de conduire certaines des voitures les plus cool qui soient. Les invités arrivaient au volant de Ferrari, de Lamborghini, de Rolls-Royce, toute la flotte
aristocratique. C'était mon rêve, nous dit-il, d'avoir une de ces voitures parce que je pensais qu'elles enverraient un signal fort aux autres qui me ferait dire « ça y est, je l'ai fait, j'ai enfin réussi ». Cela veut dire que vous êtes intelligent, vous êtes riche, ça veut dire que vous avez du goût, ça veut dire que vous êtes important, ça veut dire « regardez-moi, je suis là, regardez ce que j'ai avec moi ». L'ironie dans cette histoire, nous dit Morgan Housel, est que je les ai rarement, voire jamais regardé ces conducteurs richissimes. En fait, je m'en foutais un peu, pour parler franchement. Entrons, vu que vous êtes curieux par rapport à cette histoire, entrons un petit peu plus dans la psychologie de l'argent pour voir dans quelle mesure cette loi peut modifier, faire évoluer le rapport que vous avez avec l'argent. Quand vous voyez quelqu'un conduire une belle voiture, vous pensez rarement « Oh, le gars qui conduit cette voiture est cool ». Au lieu de cela, vous vous dites peut-être « Waouh, si j'avais cette voiture, les gens penseraient que je suis cool ». Inconscient ou non, c'est ainsi que les gens pensent. Il y a ici un paradoxe. Les gens ont tendance à vouloir la richesse pour signaler aux autres qu'ils devaient être aimés et admirés. Mais en réalité, ces autres personnes évitent souvent de vous admirer, non pas parce qu'ils ne pensent pas que la richesse est admirable, mais parce qu'ils utilisent votre richesse comme référence pour leur propre désir d'être aimés et admirés. La lettre que vous pourriez écrire pour la naissance de votre prochain enfant pourrait être la suivante. Chérie, tu penses peut-être que tu veux une voiture chère, une montre de luxe chère et une immense maison chère, mais je te le dis, ne joue pas à ce jeu-là. Ne joue pas à ce jeu-là. Ce que tu veux, c'est le respect et l'admiration des autres. Et tu penses que le fait d'avoir des choses chères te les apportera? Eh bien, fils chéri, ce n'est presque jamais le cas. Dors bien, mon ange, je t'aime. Regardons ensemble les enseignements que cette loi sur la psychologie de l'argent peut nous apprendre sur notre propre terrain. C'est parti. Mon point de vue ici n'est pas d'abandonner la poursuite de la richesse, ou même des voitures de luxe. Vous pouvez aimer les deux. J'aime les deux. Mais il existe une envie secrète. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Les gens aspirent généralement, et ça c'est secret, à être respectés et admirés par les autres. Or, utiliser de l'argent pour acheter des choses fantaisistes peut en rapporter beaucoup moins que vous ne l'imaginez. Et c'est cette prise de conscience que j'aimerais que vous ayez. Si vous avez une chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci, parce que justement, ça peut ouvrir l'esprit, réellement. Si le respect et l'admiration sont votre objectif, et c'est bien, faites juste attention à la façon dont vous le recherchez. Et voici à présent le message final que je voulais vous faire passer. L'humilité, la gentillesse et l'empathie vous apporteront plus de respect et d'admiration que votre lambeau et la puissance ne le feront jamais. Bienvenue dans la psychologie de l'argent et plus particulièrement bienvenue dans cette nouvelle leçon, la leçon numéro 6. Vous changerez. La planification long terme est plus difficile qu'il n'y paraît parce que vos objectifs, vos désirs changent dans le temps. Voici une histoire qui va vous permettre peut-être à vous aussi de prendre du recul par rapport à votre rapport à l'argent. Chaque garçon de 5 ans veut conduire un tracteur quand il sera grand. Peu d'emplois paraissent mieux aux yeux d'un jeune garçon qu'un emploi qui commence et se termine par vroom vroom, bip bip, gros tracteur, j'arrive.
Ensuite, beaucoup grandissent et réalisent que conduire un tracteur n'est peut-être pas la meilleure des carrières. Peut-être que ce qu'ils veulent est plus quelque chose de plus prestigieux, plus lucratif. Alors, à l'adolescence, ils rêvent d'être avocats. Maintenant, ils pensent, ils sont sûrs d'eux, que leur plan est défini. La fac de droit et ses frais, voilà, c'est parti. Ensuite, en tant qu'avocats, ils font face à de si longues heures de travail qu'ils voient rarement leur famille. Alors peut-être qu'ils acceptent un emploi moins bien rémunéré, avec des horaires plus flexibles. Voilà le rêve d'adulte. Ensuite, parce que c'est pas terminé, ils se rendent compte que la garde des enfants coûte si cher qu'elle consomme la majeure partie de leur salaire, et ils choisissent d'être donc des parents au foyer. Ceci, conclut-il, est finalement le bon choix. C'est ce que j'appelle le rêve des parents. Avant que notre bon choix n'arrive quelques années plus tard. Vous avez compris la mécanique. Que nous dit la psychologie de l'argent à propos de tout ça? Il n'y a pas de bon choix. Il y a juste un choix qui semble bon pour un moment donné, le moment immédiat. Un fondement de la psychologie est que les gens sont de piètres prévisionnistes de leur avenir. Imaginer un objectif est facile et amusant. Mais imaginer un but et des résultats futurs dans un contexte soumis aux imprévus, aux risques, à la chance, est quelque chose par contre de complètement différent. Nous devons reconnaître qu'un nouveau parent dans la trentaine peut se fixer des objectifs bien différents de ceux qu'il n'aurait jamais imaginés à l'âge de 18 ans. Une planification financière à long terme est essentielle pour se donner l'illusion de prendre le contrôle de sa vie. Élément important du bonheur, je vous le rappelle. Mais les choses changent. À la fois le monde qui vous entoure et vos propres désirs et objectifs intérieurs. Avouez que vous-même ne savez pas aujourd'hui ce que vous voudrez réellement dans le détail faire ou être dans le futur. Et la vérité, c'est que peu d'entre nous le savent. Il est difficile de prendre des décisions durables à long terme lorsque votre vision de ce que vous voudrez à l'avenir est susceptible de changer. Et parfois changer rapidement. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de la psychologie de l'argent et quels sont les enseignements que vous allez pouvoir utiliser sur votre propre terrain afin de réorienter votre rapport à l'argent? C'est parti. Premier enseignement, on va parler de ce que les psychologues appellent l'illusion de la fin de l'histoire. C'est quoi l'illusion de la fin de l'histoire pour les psychologues? Eh bien, c'est tout simplement la tendance des gens à être parfaitement conscients de tout ce qu'ils ont changé dans le passé, mais cette tendance, au contraire, à sous-estimer à quel point leur personnalité, leurs désirs et leurs objectifs sont susceptibles de changer à l'avenir. Je suis bien conscient de mes changements passés, par contre, je sous-estime les changements qui peuvent être implémentés dans le futur et qui peuvent arriver à mon insu. Les décisions qui semblent correctes dans le passé peuvent devenir donc insensées dans votre avenir. Pensez-y lorsqu'il s'agit de planifier vos finances à long terme ou vos résultats à long terme. Le psychologue de Harvard, Daniel Gilbert, a dit un jour, et vous allez voir que ce qui est dit est peut-être gravé dans le marbre. Écoutez bien car c'est probablement très utile pour tout le monde. Il nous dit, je cite, « À chaque étape de notre vie, nous prenons des décisions qui influenceront profondément la vie des personnes que nous allons devenir. Puis, lorsque nous devenons ces personnes, nous ne sommes pas toujours ravis des décisions que nous avons prises 5 ans auparavant. Ainsi, les jeunes dépensent beaucoup d'argent pour se faire enlever des tatouages que les adolescents ont payé cher pour noter sur leur chair une mission de vie ou de valeur
qu'ils pensaient être valables à jamais. Les personnes de la quarantaine, quant à elles, se sont précipitées pour divorcer des personnes qui pourtant, étant jeunes adultes, se sont empressées d'épouser. Warren Buffett, milliardaire américain, a connu un tel succès financier parce qu'il a continué à faire la même chose pendant des décennies, laissant les intérêts composés faire le boulot sur 50 ans d'investissement. Mais beaucoup d'entre nous évoluent tellement au cours de sa vie, finalement, que nous ne voulons pas continuer à faire la même chose des décennies et des décennies. Ainsi, et vous le voyez à l'écran, plutôt qu'une durée de vie d'environ 80 ans, notre argent a peut-être 4 blocs distincts de 20 ans. Nos stratégies ont 4 blocs distincts de 20 ans. Et ce n'est pas dingue d'imaginer que nous avons peut-être 4 vies différentes, chacune de 20 ans, au lieu d'un bloc homogène de 80 ans. Souvenez-vous de ceci s'il vous plaît, les regrets sont particulièrement douloureux lorsqu'on abandonne un plan intérieur et qu'on a l'impression de devoir courir 2 fois plus vite dans l'autre sens pour rattraper le temps perdu. Donc, plus le plan initial est précis et, entre guillemets, parfait en béton, plus l'émotion est terrible quand vous l'abandonnez. Et le truc, c'est qu'il y a des grandes chances que vous l'abandonniez, puisqu'il y a des grandes chances que vous changiez. Puisque c'est délicat, voici une suggestion de solution pour nous tous, pour vous ici qui m'écoutez. Premier enseignement, évitez de prendre des décisions financières trop extrêmes. Pourquoi je vous propose d'éviter de prendre des décisions financières trop extrêmes? Parce que les objectifs et les désirs de chacun changeront avec le temps. Et plus vos décisions passées sont extrêmes, plus vous risquez de les regretter et de nager à contre-courant au fur et à mesure de votre évolution. Deuxième enseignement, il y a une solution pour ceux qui ne veulent pas avoir des regrets tout en mettant en place quand même un plan parce que ça rassure. Ça rassure toujours de mettre en place un plan. Dans ce cas-là, je dirais qu'il va falloir viser, quelle que soit votre situation du moment, une épargne annuelle décente, un temps libre décent, des dépenses modérées, des heures de travail décentes et au moins un temps dédié à votre famille décent. Voilà le plan décent que je vous propose si vous voulez réellement mettre en place un plan. Planifiez une vie décente, recherchez l'équilibre plutôt que les extrêmes. En 3, je vous proposerai la chose suivante. Nos décisions passées font de notre moi futur un prisonnier de notre passé. J'aime beaucoup cet enseignement, pourquoi? Car notre moi futur est différent de notre moi passé. Notre moi futur peut être considéré comme un étranger à notre moi passé, et vice-versa. Et on peut très facilement le comprendre. C'est l'équivalent d'un étranger prenant des décisions importantes pour vous, à votre place. Alors soyez capable de changer d'avis et parfois le plus tôt sera le mieux. Ne perdez pas de temps où vous pourriez avoir un grave regret à la fin de votre vie, comme c'est le cas de 95% des gens sur leur lit de mort. Chose que je ne veux, bien évidemment, pas pour vous. On peut faire quelque chose de différent, et cela dès maintenant. Vous en avez le contrôle, reprenez ce contrôle. Bienvenue à la psychologie de l'argent et surtout, bienvenue dans cette leçon particulière, la leçon numéro 7 que j'ai intitulée « Épargner de l'argent, même sans raison ». Renforçons ensemble votre psychologie de l'argent. C'est parti. Laissez-moi s'il vous plaît vous convaincre d'économiser de l'argent ou de renforcer cette conviction si c'est déjà le cas pour vous. Et vous allez voir, ça ne prendra pas longtemps. D'ailleurs, faut-il convaincre les gens d'économiser de l'argent? Je vous pose la question. Mon observation est que oui. Au-delà d'un certain niveau de revenus, les gens se répartissent en 3 groupes. Ceux qui épargnent, ceux qui pensent ne pas pouvoir épargner et ceux qui ne pensent pas avoir besoin d'épargner. Et c'est pour les 2 dernières catégories que je délivre ce message. Les retours sur investissement peuvent vous rendre riche, mais est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si une stratégie d'investissement
est bien fiable? Combien de temps elle fonctionnera et si les marchés coopéreront sur du long terme? L'investissement est donc incertain et les résultats sont entourés d'incertitudes. L'épargne personnelle et la frugalité, quant à eux, c'est ce que j'appelle la conservation de l'argent. Et ce sont les composantes de l'équation monétaire qui sont les plus sous votre contrôle aujourd'hui et à l'avenir. Selon le petit Larousse, frugalité signifie une vie basée sur la simplicité, la tempérance, la sobriété. Tout le contraire du bling-bling ostentatoire. La frugalité ne veut pas dire se priver, c'est vivre de façon minimaliste et bien vivre en même temps. Votre destin est clair, la richesse n'est autre que votre épargne cumulée dans le temps. Plus important encore, la valeur de cette richesse est relative à ce dont vous avez besoin, ce qui est, entre vous et moi, contrôlé par vous-même. Là, on parle de vos dépenses mensuelles. Prenons un exemple. Disons que vous et moi, avec nos conjoints respectifs, avons le même revenu chaque mois. Disons que j'ai besoin de la moitié de votre salaire pour être heureux et que vous avez besoin de 80% de votre salaire pour être heureux. Nous sommes tous les deux heureux, mais qui sera le plus riche? On aurait pu inverser bien évidemment les situations, mais vous voyez bien la mécanique de ce principe. Le principe reste le même. Tout dépend finalement de nos dépenses qui sont sous notre contrôle. La richesse dépend effectivement de ce facteur-là. Chose importante, apprendre à être heureux avec moins d'argent, voilà ce qui est peut-être la nouvelle force de nos sociétés modernes. Voici d'ailleurs la force de ce que j'appelle la frugalité. Ce qu'on veut, c'est quoi finalement? La paix intérieure? Se sentir bien? Le bonheur? Le montant n'est qu'un moyen pour arriver à cette fin, pas vrai? Regardons ensemble les enseignements que l'on peut tirer de cette nouvelle loi sur la psychologie de l'argent et voir comment cette loi pourrait être utilisée sur votre propre terrain. Enseignement numéro 1. Passé un certain niveau de revenu, ce dont vous avez besoin est juste ce qui se trouve en dessous de votre ego. Tout le monde a besoin de satisfaire des besoins primaires si on regarde par exemple la pyramide de Maslow. En revanche, une fois qu'ils sont couverts, il y a un autre niveau de besoins secondaires que la plupart des gens vont essayer d'aller chercher. Le problème, c'est que dépenser au-delà du niveau du besoin primaire est le reflet d'une dépense de l'ego. C'est le fruit de l'ego. C'est une façon de dépenser de l'argent pour montrer aux gens que vous avez ou aviez de l'argent. J'allais presque bugger parce que je pensais à une chose, c'est que dans le passé, en fait, nos ancêtres avaient besoin que de 2500 calories par jour pour survivre. Voilà, tout simplement. Vous pouvez voir les choses de cette façon. L'un des moyens les plus puissants d'augmenter votre épargne n'est pas d'augmenter vos revenus, mais d'augmenter votre humilité. J'avoue que ça fait un peu froid dans le dos, dit comme ça, mais sachez que j'applique ce principe à moi-même, et ce principe m'a moi-même mis une claque aussi il y a quelque temps. Les économies peuvent être réalisées en dépensant moins. Vous pouvez dépenser moins et être tout aussi, voire plus heureux. Et vous pouvez dépenser moins si vous désirez moins. Et vous désirez moins si vous vous souciez moins de ce que les autres pensent de vous. Comme je le dis souvent dans ce cours, l'argent repose davantage sur la psychologie que sur la finance. Plus sur une dimension non technique que sur une dimension technique. Plus sur un aspect émotionnel qu'un aspect rationnel venant d'une feuille de calcul. Enseignement numéro 2, vous n'avez pas besoin d'une raison particulière pour économiser. On va préciser ce point ensemble. Certaines personnes économisent de l'argent pour un acompte, pour une maison, une nouvelle voiture ou pour la retraite. C'est raisonnable bien sûr car c'est ce que la plupart des gens font.
Cela peut paraître contre-intuitif, mais l'épargne ne nécessite pas un objet d'achat pour être constitué. Vous pouvez épargner sans raison. La psychologie de l'argent, pardonnez-moi, est bien contre-intuitive et agit contre nature. D'accord? Mais ça peut vous ouvrir des portes. Les portes de, par exemple, bien dormir pendant vos nuits et de moins vous soucier du rapport que vous avez avec l'argent. Et c'est pour cela qu'on en a besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de cette psychologie de l'argent. Cela nous aide à ne plus être en pilotage automatique toute notre vie. Alors, question pour vous maintenant. Pourquoi réellement épargner sans raison? Je vais vous donner quelques ressources qui vont vous permettre peut-être d'être inspiré sur votre terrain. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore de raison assez forte pour épargner. Mais un besoin, une aspiration ou une idée peut arriver dans 2-3 mois, 7 mois, 2 ans, et vous serez ravi d'avoir commencé à accumuler de l'épargne dans le futur. Troisième enseignement, mettre en place une stratégie d'épargne pour gagner en liberté de temps et en flexibilité. L'épargne vous fait gagner du temps et de la flexibilité, deux clés essentielles à votre bonheur. Une question que vous devriez poser au fur et à mesure que la richesse de vos concurrents grandit est la suivante. Comment puis-je me démarquer? Je suis intelligent. Je suis intelligent est de plus en plus une mauvaise réponse à la question que nous venons de nous poser. Pourquoi? Car il y a beaucoup de gens intelligents dans le monde. L'intelligence n'est pas un avantage fiable dans un monde devenu aussi connecté que le nôtre, mais la flexibilité l'est. Dans un monde où l'intelligence est hyper compétitive, connectée, et où de nombreuses compétences techniques antérieures sont devenues automatisées et donc obsolètes, les avantages concurrentiels penchent vers des compétences plus nuancées et non techniques, telles que par exemple, je vous les donne, la communication, l'intelligence émotionnelle, l'empathie et peut-être et surtout la flexibilité. La capacité à faire des choses que la plupart des gens ne peuvent pas vous démarquera dès aujourd'hui dans cette société moderne, dans un monde où l'intelligence n'est plus un avantage durable. Et votre flexibilité vous permettra d'avoir cet avantage compétitif. Avoir plus de contrôle sur votre temps et vous donner des options qui vous font gagner en flexibilité, voilà ce que votre épargne peut vous apporter. C'est quelque chose finalement qui est peut-être l'une des devises les plus précieuses au monde, l'un des dividendes que l'argent peut vous offrir de mieux. Le temps et la flexibilité. Et l'épargne peut vous y aider. C'est pourquoi plus de gens devraient économiser de l'argent en pensant à gagner du temps et de la flexibilité. Voilà l'objectif de l'épargne, que vous pouvez constituer sans raison concrète, si vous avez cette raison intangible derrière. Tout le monde connaît les choses tangibles que l'argent achète. Les choses intangibles sont plus difficiles à comprendre. Elles ont donc tendance à passer inaperçues dans nos stratégies financières personnelles. Or, et je souligne bien ce mot « or », les avantages intangibles de l'argent peuvent être bien plus précieux et capables d'augmenter plus votre bonheur que les choses tangibles qui sont des cibles évidentes de nos épargnes. L'épargne sans objectif de dépense vous offre des options pour l'avenir et de la flexibilité. C'est cette capacité d'attendre et de voir arriver cette possibilité de bondir sur une occasion, une opportunité. Cela vous donne le temps de réfléchir pour prendre la bonne décision lorsque l'opportunité apparaît à l'avenir. Autant faut-il créer une épargne là maintenant, tout de suite, même sans raison. J'insiste. Cette flexibilité, voilà pourquoi j'insiste, cette flexibilité et ce contrôle sur votre temps constituent un retour sur investissement sans précédent.
Même une épargne en banque qui rapporte 0% d'intérêt peut en fait générer un rendement extraordinaire si elle vous donne la flexibilité d'accepter un emploi pour un salaire inférieur mais qui a plus de sens, ou de refuser le premier emploi venu après un licenciement, ou enfin, et j'en terminerai par là, de prendre votre temps, pourquoi pas pour faire un break et de voyager tout autour du monde. Voilà à quoi l'épargne peut vous servir, au préalable sans raison, et petit à petit, un rêve, un sens se développe. Votre sens, votre rêve, bref, votre histoire personnelle. Bienvenue à la psychologie de l'argent et particulièrement bienvenue dans cette nouvelle leçon, la leçon numéro 8 que j'ai intitulée « Chance et risque ». Nous allons voir qu'en matière d'argent, rien n'est aussi bon ou aussi mauvais qu'il n'y paraît. Si vous vous amusez à demander aux personnes qui réussissent le plus quelle a été la clé pour eux, il vous répondra qu'il s'agit d'un mix entre vision, travail acharné et sacrifice. C'est ainsi qu'ils expliqueront leur réussite. Même si on peut être d'accord avec eux sur le fond, ça peut effectivement jouer tout ça, il existe en revanche des variables invisibles et incalculables qui sont tout aussi déterminantes dans la réussite, notamment la réussite financière. Observons donc ensemble cette vidéo inédite, le rôle de la chance et du risque dans la réussite financière des gens, soit les épargnants, soit les investisseurs. Par exemple, il y a Bill Gates que beaucoup de gens associent à un modèle de réussite. Et vous allez voir, j'ai une histoire assez particulière à vous présenter tout de suite. Bill Gates a fréquenté l'un des seuls lycées au monde à disposer d'un ordinateur, ce qu'on a appelé à l'époque le Teletype Model 33, que vous voyez à l'écran. En 1968, il y avait environ 303 millions de personnes en âge de fréquenter l'école secondaire dans le monde, selon l'ONU. Environ 18 millions d'entre eux vivaient aux États-Unis et environ 270 000, vous le voyez à l'écran, vivaient dans l'État de Washington. Et un peu plus de 100 000 d'entre eux vivaient dans la région de Seattle. Et seulement 300, vous le voyez bien, 300 seulement d'entre eux ont fréquenté l'école Lakeside. On commence avec 303 millions et on finit avec 300. Il se trouve que Bill Gates était l'un d'entre eux. Peut-on parler de chance? Probablement. Gates n'hésite pas à dire ce que cela signifie. S'il n'y avait pas eu de Lakeside, il n'y aurait pas eu de Microsoft. Kent Evans et Bill Gates sont devenus les meilleurs amis du monde en 8e année. Evans était, de l'aveu même de Gates, le meilleur élève de la promo. Les deux hommes se parlaient au téléphone très fréquemment, des journées, des soirées entières, des nuits entières. Se souvient Bill Gates, dans le documentaire qui s'appelle Inside Bill's Brain, à l'intérieur du cerveau de Bill, qui nous avance que, je cite, « Je connais encore le numéro de téléphone de Kent », dit-il, 525 78 51. Evans était aussi habile avec les ordinateurs que Gates, et Kent, donc Kent Evans, partageait l'esprit d'entreprise et l'ambition sans fin de Bill Gates. Et Bill Gates s'en souvient d'ailleurs de tout ça. Nous étions toujours en train de réfléchir à ce que nous ferions dans 5, 6 ou 10 ans plus tard. Devrions-nous devenir PDG? Quel genre d'impact pourrions-nous avoir sur le monde? Devrions-nous être généreux? Devrions-nous être des ambassadeurs? Ils avaient les deux le même désir d'impacter le monde. Quoi que ce soit, Bill et Kent savaient qu'ils le feraient ensemble. Mais ça n'arriverait jamais. Kent est mort dans un accident d'alpinisme avant même d'obtenir son diplôme. Il est mort à l'âge de 17 ans. Vous vous rendez compte? Les chances d'être tué en montagne au lycée sont d'environ 1 sur 1 million.
Et chaque année, il y a environ 3 douzaines de morts en alpinisme aux États-Unis. Bill Gates a eu une chance sur 1 million de se retrouver à Lakeside. Kent Evans a connu un risque sur 1 million en n'arrivant jamais à terminer ce que lui et Gates avaient entrepris de réaliser. Posons-nous un petit peu maintenant et remettons le curseur sur la psychologie de l'argent, examinons le rôle de la chance et du risque au niveau de notre rapport à l'argent et de nos décisions financières ainsi que de nos résultats. Les résultats que vous obtiendrez dans votre vie seront régis par des forces qui dépassent votre effort individuel. Mais ne vous méprenez pas, cela ne signifie pas que vous ne devez pas essayer. Au contraire, cela signifie juste que l'effort n'est pas le seul ingrédient de la réussite et notamment de la réussite financière. On aurait pu penser que tous les deux, Bill Gates et Kent Evans, étaient destinés à la réussite la plus prometteuse. Or, comme vous avez pu le constater avec moi, il y a des éléments déterminants dans leur destin qui n'étaient pas sous leur contrôle. La chance pour l'un et le risque pour l'autre. La chance pour Gates et le risque effroyable pour Evans. Nous voyons les résultats, mais nous ne voyons pas la complexité qui se cache derrière. C'est également le cas pour le risque. Nous ne sommes pas en mesure de mesurer le risque que les grands investisseurs ont assumé. Vous vous souvenez de l'histoire de Bill Gates et de Kent Evans, pas vrai? La même force, la même magnitude, agissant dans des directions opposées. Voilà l'impact du risque et de la chance sur nos vies et nos décisions financières. Souvenez-vous de ceci, la chance et le risque agissent donc bien sur la réalité, et notamment vos résultats financiers actuels et futurs. Ils se produisent tous les deux. Chaque résultat dans la vie est guidé par des forces autres que l'effort individuel. Le monde est trop complexe pour que 100% de vos actions puissent dicter 100% de vos résultats. Vous êtes une personne dans un jeu avec 8 milliards d'autres personnes et une infinité de scénarios sont possibles à tout moment. Et la chance et le risque se produisent tous les deux. L'impact fortuit d'actions échappant à votre contrôle peut être donc plus important que celui des actions que vous entreprenez consciemment. Et c'est un message que je veux vous faire passer sur cette vidéo. Ce qui est dangereux dans tout cela, c'est que nous essayons tous d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec l'argent. Quelles stratégies d'investissement fonctionnent? Lesquelles ne le permettent pas? On se demande aussi quelles stratégies commerciales fonctionnent, lesquelles ne le permettent pas. Comment devenir riche? Comment éviter de devenir pauvre? Comment éviter de devenir moyen en matière de décision financière? Voilà toutes les questions qu'on en a tendance à se poser. Ces questions sont légitimes en apparence. Nous avons tendance à chercher ces leçons en observant les réussites et les échecs, en nous disant « fais ce qu'elle a fait, évite de faire ce qu'il a fait ». Suivez les personnes qui ont réussi et surtout n'imitez pas ceux qui sont dans l'échec. Voilà ce qu'on se dit finalement consciemment ou inconsciemment. Si vous accordez à la chance et au risque le respect qu'il aurait dû, vous réalisez que lorsque vous jugez la réussite financière des gens, la vôtre et celle des autres, elle n'est jamais aussi bonne ou si mauvaise qu'il y paraît. Parce que derrière cette réussite se cachent des données invisibles que l'on ne peut pas calculer, qui s'appellent la chance et le risque. Un des tout derniers prix Nobel d'économie a été questionné par un journaliste financier. Et la question est la suivante, vous la voyez, que voulez-vous savoir sur l'investissement que nous ne pouvons pas savoir? Réponse éloquente, le rôle exact de la chance dans les résultats performants, répondit. Et j'adore cette réponse, car personne ne pense réellement que la chance ne joue pas un rôle dans la réussite financière.
Mais comme il est difficile de quantifier la chance et grossier de suggérer que la réussite des gens lui est due, la position universelle par défaut que l'on prend, et qui est souvent celle que l'on prend souvent, est d'ignorer implicitement la chance comme facteur de réussite. Lorsqu'on juge les autres, attribuer la réussite à la chance donne l'impression d'être jaloux et méchant, même si l'on sait qu'elle existe. Et lorsqu'on se juge soi-même, attribuer la réussite à la chance peut être trop démoralisant pour être accepté. Scott Galloway, professeur à l'Université de New York, a une idée qu'il est si important de garder à l'esprit lorsqu'on juge le succès. Le sien et celui des autres. Scott nous dit « Rien n'est aussi bon ou aussi mauvais qu'il n'y paraît ». Et ce principe-là est un principe qui est fondamental et qui m'a fallu beaucoup de temps pour appréhender, comprendre et surtout appliquer sur mon propre terrain personnel. En parlant d'enseignement, quels sont les enseignements que cette nouvelle loi sur la psychologie de l'argent peut vous donner sur votre terrain? Quelles sont les portes que l'on pourrait ouvrir grâce à cette nouvelle loi? C'est parti. Premier enseignement que je vous propose dans cette vidéo, sur cette fin de vidéo, est le suivant. Ne vous fiez pas aux cas de réussite extrême. Pourquoi? Car il est probable que ces cas de réussite extrême soient le fruit d'un degré de chance et de risque eux-mêmes extrêmes. Et donc cette situation a peu de chances de s'appliquer à votre cas personnel. Et j'avoue, je vous l'avoue, ce n'est pas un problème facile à résoudre. La difficulté d'identifier ce qui est chance de ce qui est compétence, comme la difficulté d'identifier ce qui est risque ou une compétence, est un des gros problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons d'apprendre la meilleure façon de gérer notre propre argent. Mais deux choses peuvent vous orienter dans une meilleure direction si vous ne savez pas quoi faire actuellement. Première chose, faites attention à qui vous admirez et souhaitez devenir. Faites attention à qui vous méprisez et souhaitez éviter de devenir. Ensuite, soyez prudent lorsque vous supposez que 100% des résultats peuvent être attribués à l'effort et aux décisions personnelles, à l'effort individuel, aux décisions individuelles. Parce que souvenez-vous de l'histoire de Kent Evans. Le risque existe. Souvenez-vous de l'histoire de Bill Gates. La chance existe. Quatrième enseignement, après la naissance de votre prochain enfant, voici une lettre que vous pourriez lui dédier. C'est un peu long, mais le jeu en vaut la chandelle, donc je vais vous la lire. Certaines personnes naissent dans des familles qui encouragent l'éducation, d'autres sont contre. Certains sont nés dans des économies florissantes, encourageant l'entrepreneuriat, d'autres naissent dans la guerre et la misère. Je veux que tu réussisses, mais réalise que tous les succès ne sont pas dus au travail acharné et que toute la pauvreté n'est pas due à la paresse. Dors bien mon fils, je t'aime. Cinquième enseignement que cette loi de la psychologie sur l'argent peut vous proposer aujourd'hui est la suivante. Lorsque les choses vont extrêmement bien, réalisez que ce n'est pas aussi bien que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas invincible. Et si vous reconnaissez que la chance vous a apporté le succès, vous devez croire à son cousin, le risque et la malchance, qui peut chambouler à n'importe quel moment et qui peut chambouler votre histoire de succès en un claquement de doigts. Et le contraire est tout aussi valable. Si vous voyez à un moment donné que toutes les choses vont mal, réalisez que ce n'est pas aussi mauvais que vous ne le pensez et que si vous donnez de la valeur et de l'importance à l'existence du risque, vous pouvez voir en votre futur quelque chose d'optimiste et de voir que finalement tout peut changer là encore en un claquement de doigts. Tout n'est pas aussi bon ou aussi mauvais qu'il n'y paraît. Voilà le principe fort de cette vidéo et j'en terminerai par là. Bienvenue dans la leçon numéro 9 que j'ai intitulée « Vous pouvez avoir tort la moitié du temps et quand même faire fortune ».
Disney en est la preuve vivante, alors j'ai envie de dire, pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Est-ce que vous le saviez? Le premier studio de Disney a fait faillite. Ses films étaient monstrueusement chers à produire et à financer. Au milieu des années 1930, Disney avait produit plus de 400 dessins animés. La plupart d'entre eux étaient courts. La plupart étaient plutôt suivis des téléspectateurs, mais la plupart d'entre eux ont perdu une fortune. Le film Blanche-Neige et les 7 nains a lui tout changé. C'est le point de bascule. Les 8 millions de dollars qu'il a gagnés au cours des 6 premiers mois de 1938 valaient tout ce que l'entreprise avait gagné auparavant. Oui, en 1938, il avait produit plusieurs centaines d'heures de films, mais en termes commerciaux, les 83 minutes de Blanche-Neige étaient tout ce qui comptait. Tout ce qui est énorme, rentable, célèbre ou influent est le résultat d'un événement extrême, un événement périphérique sur des milliers ou des millions. Or, la plupart de notre attention va aux choses qui sont énormes, rentables, célèbres ou influentes. Oui, on peut avoir tort la moitié du temps et faire fortune. Remettons le curseur sur ce que ça veut dire au niveau de la psychologie de votre propre argent. Beaucoup de choses dans les affaires et l'investissement fonctionnent de cette façon, où un petit nombre d'événements peut représenter la majorité de vos résultats. Cela signifie que nous sous-estimons à quel point il est si normal que beaucoup de choses puissent échouer, ce qui nous amène à réagir souvent de manière excessive quand nous échouons, ce qui ne devrait pas être normal. L'idée est la suivante. L'idée que peu de choses expliquent la plupart des résultats n'est pas seulement vraie pour les entreprises, c'est là où je veux en venir, c'est aussi une partie importante de votre propre comportement dans la vie de tous les jours, surtout par rapport à votre rapport à l'argent. Posons-nous un moment pour réfléchir, s'il vous plaît. Si vous êtes, par exemple, un bon chef d'entreprise, peut-être que la moitié de vos idées de produits et de stratégies commerciales fonctionneront et beaucoup seront mauvaises. Si vous êtes un bon investisseur, la plupart des années seront correctes et beaucoup seront mauvaises. Si vous êtes un bon travailleur, vous trouverez la bonne entreprise dans le bon domaine après plusieurs tentatives et essais. Après de nombreuses tentatives, vous avez échoué notamment. Une chose importante que j'ai apprise des investisseurs et des entrepreneurs et qui j'espère va vous donner un vent d'optimisme est la suivante. Personne ne prend de bonnes décisions tout le temps. En fait, les personnes les plus impressionnantes regorgent d'idées horribles. Une partie de la raison pour laquelle ce n'est pas intuitif est que dans la plupart des domaines, nous ne voyons que le produit fini, pas les pertes subies qui ont conduit au produit et au succès. Cela donne à nos propres échecs, pertes et revers l'impression que nous faisons quelque chose de mal. Mais il est possible que nous nous trompons aussi souvent que les maîtres. La seule différence entre vous et eux, entre eux et moi, entre eux et nous, est qu'ils avaient peut-être plus raison quand ils avaient raison, mais ils ont pu se tromper aussi souvent que nous. Ce n'est pas si vous avez raison ou tort qui est important, comme nous le dit George Soros, mais combien d'argent vous gagnez quand vous avez raison et combien d'argent vous perdez quand vous avez tort. Par conséquent, souvenez-vous de ceci. Vous pouvez vous tromper la moitié du temps et quand même faire fortune. Donc voyez peut-être les échecs à répétition comme quelque chose qui sont bénéfiques parce que peut-être que le prochain échec vous amène à la prochaine richesse. Regardons ensemble maintenant les enseignements que l'on peut tirer de cette loi sur la psychologie de l'argent et voir s'il y a une possibilité de mettre tout ça en œuvre sur votre propre terrain.
Premier enseignement, vous pouvez vous tromper souvent, mais il suffit d'un bon résultat pour tout changer. Deuxième enseignement, vous êtes peut-être à 3 erreurs de la richesse ou d'une réussite financière significative pour vous et très bientôt. Troisième enseignement, ne soyez plus trop sévère envers vos erreurs car personne ne prend de bonnes décisions tout le temps. Les personnes les plus en réussite regorgent aussi d'idées horribles. Et je le mentionne bien sur l'écran, surtout le cas en matière d'argent. Enfin, et j'en terminerai par là, rappelez-vous de ceci. Vous pouvez avoir tort la moitié du temps et quand même faire fortune. Et c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue dans la leçon numéro 10 que j'ai intitulée « La richesse est ce que vous ne voyez pas ». Dépenser de l'argent pour montrer aux gens combien vous avez de l'argent est le moyen le plus rapide d'avoir moins d'argent. Découvrons ensemble la face cachée de la gestion financière entre guillemets catastrophique de Rihanna. J'en dis plus tout de suite. La chanteuse Rihanna a failli faire faillite après avoir dépensé trop et a poursuivi son conseiller financier. Son conseiller a répondu par une punchline. Est-il vraiment nécessaire de lui dire que si vous dépensez de l'argent pour des choses, vous vous retrouverez avec les choses et pas l'argent? Boom, punchline. Vous en avez l'habitude maintenant, remettons ensemble le coup de projecteur sur la psychologie de l'argent en lien avec l'histoire que nous venons d'aborder et voir ensuite quels sont les enseignements que l'on pourrait utiliser sur votre propre terrain pour améliorer votre rapport à l'argent. L'argent a beaucoup d'ironie. En voici une importante. La richesse est ce que vous ne voyez pas. Quelqu'un qui conduit une voiture de 100 000 $ pourrait être riche, mais la seule vérité que vous avez sur la richesse est qu'il a 100 000 $ de moins qu'avant d'acheter la voiture ou 100 000 $ de plus de dettes. C'est tout ce qu'on sait de lui. Nous avons tendance à juger la richesse parce que nous voyons, car ce sont les informations que nous avons devant nous. C'est sous nos yeux, donc finalement, on croit ce qu'on voit. Nous ne pouvons pas voir les comptes bancaires ou les relevés de courtage des gens qui sont supposés être riches par rapport à la richesse qu'ils exposent et que l'on voit. Nous nous appuyons donc sur les apparences pour évaluer le succès financier, voiture, maison, photo Instagram, etc., etc. Mais la vérité est que la richesse est ce que vous ne voyez pas. La richesse, ce sont les belles voitures non achetées, les voyages non achetés, les diamants non achetés, les montres non portées, le shopping non réalisé. La richesse est donc constituée d'actifs financiers qui n'ont pas encore été convertis en ce que vous voyez. Lorsque la plupart des gens disent qu'ils veulent être millionnaires, ils pourraient en fait vouloir dire « j'aimerais dépenser 1 million de dollars ou 1 million d'euros ». Ce qui en fait est littéralement le contraire d'être millionnaire. Vous voyez la force de la chose? La façon d'être riche, la seule façon d'être riche, est de ne pas dépenser l'argent que vous avez. Ce n'est pas seulement la seule façon d'accumuler la richesse, c'est la définition même de la richesse. On devrait faire attention à définir la différence entre s'enrichir et rester riche. Qu'est-ce que veut dire pour vous s'enrichir et qu'est-ce que veut dire pour vous rester riche? S'enrichir est un revenu courant. Quelqu'un qui conduit une voiture de 100 000 € est presque certainement riche, car même s'il a acheté la voiture avec une dette, un crédit, vous avez besoin d'un certain niveau de revenu pour vous payer le paiement mensuel du crédit. Mais la fortune, quant à elle, la fortune de quelqu'un qui veut rester riche, est elle cachée? C'est un revenu non dépensé que l'on ne voit pas.
La richesse est une option qui n'a pas encore été prise pour acheter quelque chose de tangible. Pour acheter quelque chose de tangible justement plus tard. C'est une option que vous avez sur plus tard. Sa valeur réside dans le fait qu'il vous offre des options, de la flexibilité et de la croissance pour acheter un jour plus de choses que vous ne pourrez actuellement. Sa valeur réside dans le fait qu'il vous offre des options, de la flexibilité et de la croissance pour acheter un jour plus de choses que vous ne pourriez actuellement. Je vous l'ai mis à l'écran parce que je veux insister sur ce principe. Quels sont les enseignements que l'on pourrait tirer de cette nouvelle loi dédiée à la psychologie de l'argent? C'est parti. Premier enseignement, la seule façon d'être riche est de ne pas dépenser l'argent que vous avez. Ce n'est pas seulement la seule façon d'accumuler de la richesse, c'est la définition même de la richesse. Deuxième enseignement, la richesse est une option qui n'a pas encore été prise pour acheter quelque chose plus tard. Sa valeur réside dans le fait qu'il vous offre des options, de la flexibilité et de la croissance pour acheter un jour plus de choses que vous ne pourriez actuellement. Troisième enseignement, le monde est rempli de gens qui ont l'air modestes mais qui sont en fait fortunés, et de gens qui ont l'air riches, qui vivent au bord du rasoir, de l'insolvabilité. Gardez bien cela à l'esprit lorsque vous jugez rapidement le succès des autres et que vous définissez vos propres objectifs personnels. Pour finir, je vous dirai ceci. N'hésitez pas à tester ces principes sur votre propre à l'argent et vous gagnerez beaucoup par rapport aux autres, ou plutôt beaucoup par rapport à d'autres. Vous gagnerez notamment de belles nuits de sommeil et de tranquillité. Parce que c'est ce que l'on recherche, c'est le but même de la psychologie de l'argent, l'esprit tranquille, la tranquillité d'esprit et de belles nuits de sommeil. Voilà ce que votre rapport à l'argent doit vous apporter sur votre présent et votre avenir. Et voilà, échec et mat. Récapitulons sur cette vidéo ce que vous avez appris sur la psychologie de votre propre argent. Et avant de démarrer, petit disclaimer amical les amis, en vous disant, et c'est plein d'humilité que je vous dis ça, c'est que je ne peux pas vous dire quoi faire de votre argent, car je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous voulez, et je ne sais pas quand vous le voulez. Je ne sais pas non plus pourquoi vous le voulez. Vous voyez où je vais en venir? Je ne vais donc pas vous dire quoi faire de votre argent ou quelle stratégie utiliser à l'avenir. Ceci étant dit, on va examiner cependant quelques options fortes, quelques options importantes que nous avons vues ensemble et qui pourraient vous aider à prendre de meilleures décisions quant à votre avenir financier. C'est parti. Premier enseignement important, faites tout votre possible pour avoir beaucoup d'humilité quand les choses vont bien et beaucoup de pardon et de compassion envers vous-même quand les choses vont mal. Nous l'avons vu ensemble. Faites tout votre possible pour trouver cette humilité et ce pardon parce que, effectivement, la chance et le risque sont à la fois réels et difficiles à identifier, mais ils exercent une influence réelle sur votre réalité et vos résultats financiers. Faites-le lorsque vous jugez votre succès et celui des autres. Faites-le, ayez ce discernement lorsque vous jugez les autres, surtout votre environnement proche. Admettez l'influence de la chance et du risque et vous aurez une meilleure raison de vous concentrer sur des choses que vous pouvez réellement contrôler. Par exemple, le fait de lancer une nouvelle action suite à cette vidéo, des nouveaux choix suite à cette vidéo, changer votre stratégie de finances personnelles suite à cette vidéo, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Par contre, au fur et à mesure du mécanisme de votre évolution, vous savez que la chance et le risque vont arriver tôt ou tard. Et ça va au-dessus de votre effort individuel, on l'avait vu ensemble. Donc, en période de succès, ayez de l'humilité. En période d'échec, n'hésitez pas à vous pardonner et pardonnez-vous beaucoup. Moins d'ego, plus de richesse. Économisez de l'argent et l'écart entre votre ego et vos revenus. Et la richesse est ce que vous ne voyez pas. Ainsi, la richesse est créée en supprimant ce que vous pourriez acheter aujourd'hui afin d'avoir plus de choses ou plus d'options
à l'avenir. Créez votre argent d'une manière qui vous aide à bien dormir. Oui, c'est un principe fort. Gérez votre argent d'une manière qui vous aide à bien dormir la nuit. Voilà votre but financier d'un point de vue émotionnel. Certaines personnes ne dormiront pas bien à moins qu'elles ne gagnent les rendements les plus élevés. D'autres, par ailleurs, ne se reposeront que si leur argent est investi ou épargné de façon prudente. À chacun sa stratégie. Mais s'il y a une stratégie s'il existe des stratégies qui permettent de mieux dormir la nuit, il ne faut pas s'en priver. Le principe du « est-ce que cela m'aide à dormir la nuit » est le meilleur indicateur, le meilleur guide universel pour toutes les décisions financières personnelles que vous allez prendre à partir d'aujourd'hui. Posez-vous bien cette question. Est-ce que cette décision, ce nouveau choix, va-t-elle m'aider à bien dormir la nuit? Posez-vous cette question et ça peut changer la réalité et votre rapport à l'argent. Quatrième enseignement, augmentez votre horizon temporaire. Oui, augmentez votre horizon temporaire dès aujourd'hui si ce n'est pas le cas. Si vous voulez faire de votre mieux en tant qu'épargnant ou investisseur, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'augmenter votre horizon temporaire. Le temps est la force la plus puissante dans l'investissement et l'épargne. Cela fait que les petits sous grandissent et que les grosses erreurs s'estompent. 5. Soyez plus serein quand tout va mal. Acceptez que beaucoup de choses peuvent mal tourner. Vous pouvez vous tromper la moitié du temps et quand même faire fortune, car une petite minorité d'événements explique la majorité de vos résultats. Peu importe ce que vous faites avec votre argent, vous devriez être à l'aise avec beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. C'est comme ça que le monde est. 6. Utilisez l'argent pour prendre le contrôle de votre temps et gagner en flexibilité. Utilisez l'argent pour prendre le contrôle de votre temps, car ne pas avoir le contrôle de votre temps est un frein majeur et universel à votre bonheur. La capacité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, rapporte le dividende le plus élevé que puisse vous offrir votre argent. On sait acheter des choses tangibles. Ce qu'on sait moins, c'est que l'argent peut acheter aussi des choses extraordinaires et qui sont intangibles. Votre temps n'a pas de prix. Votre flexibilité n'a pas de prix, votre liberté n'a pas de prix. Utilisez votre argent pour renforcer votre liberté de temps, votre flexibilité et votre liberté. 7. Soyez plus gentil et moins tape à l'œil. Ce principe est contre-intuitif et aussi provoquant. Soyez plus gentil et moins tape à l'œil. Personne n'est autant impressionné par vos biens que vous-même. Vous pourriez penser que vous voulez une belle voiture, une voiture de luxe ou une belle montre, un bel appartement, mais ce que vous voulez probablement le plus, c'est obtenir le respect et l'admiration des autres autour de vous. Et vous êtes plus susceptible d'obtenir ces choses par la gentillesse et l'humilité que par la puissance et le chrome. 8. Épargnez. Oui, épargnez, épargnez, épargnez. Épargnez tout simplement. Épargnez sans raison valable. Épargnez. Vous n'avez pas besoin d'une raison spécifique pour économiser votre argent dès aujourd'hui. C'est formidable d'épargner pour une voiture, un acompte ou une urgence médicale. Tout le monde le fait, donc ça n'a rien d'invraisemblable. C'est même le comportement naturel de la plupart des gens. Mais épargner pour des choses impossibles à prévoir ou à définir est l'une des meilleures raisons d'épargner. Épargner sans raison. Épargner parce que simplement le futur est incertain, tout simplement. Ça peut être une bonne raison d'épargner, une raison que je qualifie d'intangible. La vie de chacun est une chaîne continue de surprises et d'imprévus. Vous le savez, je le sais, on commence à avoir de l'expérience à ce niveau-là, donc c'est une leçon que l'on peut apprendre et que je souligne sur cette vidéo. Épargner vous donne de la flexibilité, et peut vous offrir le temps de réfléchir et même d'acheter du temps. Ne vous privez pas d'épargner, offrez-vous ce bol d'air que vous allez pouvoir exploiter dans le futur. Évitez de prendre des décisions trop extrêmes. Pourquoi ?
Les objectifs et les désirs de chacun changeront avec le temps, et plus vos décisions passées sont extrêmes, plus vous risquez de les regretter au fur et à mesure de votre évolution. Définissez le jeu auquel vous jouez. Définissez le jeu auquel vous jouez et assurez-vous que vos actions ne sont pas influencées par des personnes qui jouent à une table différente de la vôtre. Ces personnes-là jouent un jeu différent du vôtre. Donc vous pouvez utiliser certains principes de base, mais attention à limitations trop dans le détail. 11. Avoir une vision personnelle qui fonctionne pour vous en lien avec votre propre histoire et vos besoins actuels. C'est peut-être l'enseignement le plus important qui peut s'appliquer à tout le monde et que je vous donne du coup sur cette fin de vidéo. Des personnes intelligentes, informées et raisonnables peuvent être en désaccord en finance car les gens ont des objectifs et des désirs différents. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse unique en matière de gestion d'argent. Juste la réponse qui fonctionne pour vous en ce moment, en fonction de vos émotions, de votre propre histoire personnelle, de votre propre aspiration et de vos propres défauts. Parce que ça fait partie de nos décisions financières, de faire en sorte de prendre des décisions qui ne sont pas parfaites. On écoute notre conjoint, on écoute un enfant qu'on ne veut pas décevoir à l'avenir. Bref, il y a plein de données qui rentrent en ligne de compte et qui ne sont pas parfaites, qui ne vont pas donner un résultat parfait tout de suite, mais c'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre liberté. Donc avoir une vision personnelle qui fonctionne pour vous en lien avec votre propre histoire, voilà ce que j'encourage à faire à partir d'aujourd'hui. En définitive, agissez avec raison. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, ne tombez pas dans les excès et surtout, misez sur vos propres choix, votre liberté et celle que vous allez définir et celle qui vous correspond, qui fonctionne à un moment donné, aujourd'hui, tout de suite. Merci. Merci les champions d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, ça me fait chaud au cœur, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à liker, à s'abonner sur la chaîne. On s'est abonnés tous ensemble, 1000 personnes en 4 semaines, c'est énorme. Donc pour vous remercier, je vous réserve, vous allez le voir, des pépites tout au long de l'année et bien plus encore. Et j'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire par vos likes, par vos commentaires, par vos abonnements. Et pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien comme je vous l'ai dit, mon planificateur de budget mensuel, il est en promo pour son lancement pour une certaine durée. Donc n'hésitez pas à regarder le lien, il est juste en dessous de la vidéo, en description. Prenez soin de vous, libérez votre esprit, gérez bien vos finances et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pépite. Et n'oubliez pas ceci les champions, on avance ensemble. Merci.